Bonjour, alors je vous présente ma sixième leçon. Je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes mes leçons dans une chaîne YouTube qui porte le nom de Din Ben Abdullah. Et la leçon d'aujourd'hui s'intitule Ingénierie numérique 2, c'est-à-dire c'est la deuxième partie. Alors il va comprendre trois axes. Le premier, c'est le calcul intégral. Le deuxième, la résolution numérique des équations différentielles. Et le troisième, c'est la résolution numérique des systèmes à n équations. En principe, ces trois axes peuvent être l'objet de trois leçons distinctes, ou même plus. Mais mon objectif, moi, c'est de vous initier au calcul numérique. Et c'est presque ce que vous devez avoir en tête. Alors pour le premier axe, le calcul intégral, on va passer par la méthode des rectangles, la méthode des trapèzes. Et je vous dis qu'il y en a encore plusieurs méthodes, plusieurs autres méthodes. Et pour la résolution numérique des équations différentielles, on va voir la méthode de l'air et la méthode de Runge-Kutta, et il y en a encore d'autres. Quant à la résolution numérique des systèmes à n équations, on va se limiter à la méthode de Gauss. On commence par le calcul d'intégrale. On considère une fonction à valeur réelle continue sur un intervalle AB. L'objectif est de calculer une valeur approchée de l'intégrale I égale intégrale de A à B de x dx. Ça revient aussi à calculer une valeur approchée de l'aire délimitée par la courbe de la fonction f, par l'axe des x et par les deux droites x égale A et x égale B. Alors pour la méthode des rectangles, on a ici trois figures devant nous. On choisit tout d'abord une subdivision de l'intervalle AB en n sous-intervalles, xi plus 1 avec i variant de 0 jusqu'à n, x0 prend la valeur A et xn prend la valeur B. Alors pour la première figure à gauche, remarquez que la courbe passe par les coins supérieurs gauche des rectangles. Dans celle du milieu, la courbe passe par les coins supérieurs droits. Et dans la troisième figure, la courbe passe par les milieux des côtés supérieurs des rectangles. Alors on a xi plus 1 moins xi égale b moins a sur n. Et la somme des aires colorées en rouge représente une approximation de l'intégrale i. Chaque aire est celle d'un rectangle de largeur b moins a sur n. Donc ici, tous les rectangles ont la même largeur, qui est b moins a sur n. N, on le choisit, on le donne. C'est le nombre de subdivisions de l'intervalle. Et de longueur, soit f de xi pour le premier cas, pour la figure à gauche, soit f de xi plus 1, ou encore f de xi plus 1 sur 2. Ici, on calcule l'abscisse du milieu du sous-intervalle xi plus 1. Et c'est cette approche qu'on va adopter dans notre méthode. Implémentation sous Python. Donc voilà une figure, on a l'intervalle AB, la courbe, et on a la subdivision. Donc les largeurs des rectangles, c'est b-a sur n. H, on prend h égale b-a sur n. Et j'ai placé ici le x au milieu du premier sous-intervalle. X égale a plus h sur 2. Avec h, c'est la largeur du rectangle. Alors j'écris ma fonction df1 trek. Je lui passe la fonction f qui est connue, les deux extrémités de l'intervalle, et le nombre n que je choisis. Alors je calcule h égale b moins a sur n, x égale a plus h sur 2, donc je me place au milieu du premier sous-intervalle, et s égale 0. For i une range de n, c'est-à-dire i va commencer de 0 jusqu'à n moins 1, comme vous le savez, lorsqu'on a range n, c'est-à-dire le compteur, va s'arrêter lorsqu'il arrive à n moins 1. Donc s égale s plus h, c'est-à-dire la largeur, fois f de x plus ih. Alors remarquez, pour i égale 0, on aura s égale s plus h fois f de x. Donc c'est le premier rectangle. Et pour i égale 1, on aura s égale s plus h fois f de x plus h. Donc c'est la surface du deuxième rectangle. Pour i égale 2, s égale s plus h fois f de x plus 2h. Donc c'est le troisième rectangle. On a bien calculé la somme des trois rectangles, ce qui donne une valeur approchée de l'aire qui est de l'aire voulue.
Mais lorsque n est très important, la valeur calculée est bien une valeur très très approchée à l'aire cherchée. La méthode de trapèze. On veut toujours calculer une valeur approchée de l'intégrale entre a et b de f de x dx. Donc voilà une figure devant nous. On veut calculer l'aire délimitée par la courbe et par l'axe des x et par les deux droites x égale a et x égale b. On choisit toujours une subdivision de l'intervalle AB en n sous-intervalles, xi et xi plus 1. Et cette méthode, il ressemble beaucoup à la méthode des rectangles, sauf que dans la méthode des rectangles, on calcule la somme des aires des rectangles. Ici, on va calculer la somme des aires des trapèzes. Alors, on a xi plus 1 moins xi est égal à b moins a sur n. Et la somme des aires colorées en gris représente une approximation de l'intégrale i. Chaque aire est celle d'un trapèze de hauteur xi plus 1 moins xi. Donc, tous les trapèzes ont la même hauteur qui est xi plus 1 moins xi. Et de bases respectives, f de xi et f de xi plus 1. Donc, puisqu'on connaît la hauteur pour chaque trapèze et on connaît les deux bases f de xi qui sont f de xi et f de xi plus 1, et c'est simple maintenant de calculer la somme de chaque trapèze et de calculer ensuite la somme des trapèzes. Sachant que la somme d'un trapèze, c'est la hauteur fois la petite base plus la grande base divisée par 2. L'implémentation subétant. Alors j'écris ma fonction def trapèze, je lui passe les paramètres, ce sont les mêmes paramètres, la fonction f, les extrémités de l'intervalle et la valeur n. On calcule h égale p moins 1 sur n pour avoir la largeur, la hauteur des trapèzes. X commence, x égale a, s égale 0, et pour i variant de 0 jusqu'à n moins 1, on a s égale s plus h fois la petite base plus la grande base divisée par 2. Et après, je passe à l'autre trapèze, c'est-à-dire x égale x plus h pour se déplacer vers le trapèze suivant. Alors voilà une fonction très simple qui permet de calculer la somme des aires des différents trapèzes, qui donne aussi une valeur très approchée de l'aire voulue. On peut faire une petite simplification, on peut simplifier la formule avec des petits calculs. On va trouver que l'intégrale entre a et b de ft dt égale b moins a sur n fois f de a plus f de b sur 2 plus la somme de i égale 1 jusqu'à n moins 1 de f de xi. C'est-à-dire, on peut tout simplement calculer cette somme par une boucle et faire les calculs. Et voilà la fonction qui est écrite et qui prend en considération cette simplification. Maintenant, la résolution numérique des équations différentielles. Alors ce problème-là est très fréquent dans plusieurs domaines, en mathématiques, en biologie, en statistique, on le trouve en physique, par exemple en mécanique et en électronique. Et maintenant, on va voir la première méthode, c'est la méthode de l'aire, ordinaire. Il y a d'autres méthodes de l'aire qui sont modifiées, mais on va voir la méthode de l'aire ordinaire, comme j'ai dit auparavant, qu'il s'agit d'une initiation au calcul numérique. Donc on ne va pas approfondir le travail là-dessus. Alors on prend une équation différentielle d'ordre 1, y' de x égale f de x, y de x, et y de x0 égale y0. Ça s'appelle une condition initiale. Alors on est devant un problème de Cauchy. Quelle que soit l'équation différentielle d'ordre 1 qu'on a, il faut se ramener à l'écriture suivante. On doit l'écrire sous forme y' égale f de xy avec une condition initiale. Exemple, y' moins 3y plus x carré égale 0 et y de 0 égale 1. Donne y' égale 3y moins x carré. Donc on voit que y' il est une fonction du xy et y de 0 égale 1. D'après le théorème des accroissements, y de x0 plus h moins y de x0 sur h est une valeur très approchée de y' de x0 lorsque h est très petit. C'est-à-dire que y' de x0 est égal à y de x0 plus h moins y de x0 sur h. D'après cette égalité avec des calculs très simples, on arrive à y1 égale y0 plus h fois f de x0 y0. D'où la formule de récurrence suivante. y0 est donné et quel que soit i, y de i plus 1 égale yi plus h fois f de xi yi. Alors, on connaît y0, on pourra calculer y1. Avec la valeur de y1, on pourra calculer y2. Avec la valeur de y2, on pourra calculer y3 jusqu'à yn.
Et comme ça, on aura tous les yn, et c'est une solution approchée de l'équation différentielle. Implémentation de la méthode d'Euler en Python. Alors, on définit la fonction f, def f de xy retourne l'expression de la fonction. Donc ici, on écrit l'expression de la fonction. Par exemple, pour l'exemple précédent, on doit écrire retourne 3y moins x carré. Et après, je définis la fonction Euler. Def Euler, je lui passe la fonction, je lui passe les deux valeurs a et b, et y0, la valeur initiale, et le h. Alors j'écris y égale y0, x égale a, et y égale y0, donc je construis ici une liste qui va contenir les yi, et une liste xx qui va contenir les x. Et finalement, on aura les x et les y, et on pourra même tracer notre courbe. Alors tant que x plus h est inférieur ou égal à b, y égale y plus h fois f de xy, alors ici j'applique la fonction de récurrence qu'on a trouvée avant, et j'ajoute cette valeur y, cette nouvelle valeur calculée, je la mets dans la liste, y.append y. Et je passe vers le x suivant, x égale x plus h, et je mets le x dans la liste où je vais mémoriser les x. Et je répète. Remarquez, à chaque fois, je calcule le nouveau y à partir de l'ancien y plus h fois f de xy, et je mémorise le y dans la liste y. Je change le x, je passe au x suivant, et je le mémorise, et je répète ceci jusqu'à ce que x plus h soit égal à b, sachant que x a commencé de a. Et lorsque la condition sera fausse, c'est-à-dire lorsque x plus h sera supérieur à b, on va retourner xx et yy. Alors, soit à résoudre l'équation différentielle suivante, y' égale y carré, avec la condition initiale y0 égale 2. Donc, je définis ma fonction, def f de x, y, retourne y au carré. Alors, on sait que la fonction Euler retourne deux listes. Donc, j'écris x1, y1 égale Euler, et je lui passe les paramètres. x1, y1, c'est un tuple qui va recevoir le tuple retourné par Euler. Ça, il est propre à Python. Alors, je passe à la fonction Euler, la fonction f, le a et b, c'est-à-dire les extrémités de l'intervalle, et le 2, c'est la valeur initiale, et 0,5, c'est h. Alors, j'appelle cette fonction, il me donne les résultats dans les x dans x1 et les y dans y1. Et je peux tracer cette courbe. Bien sûr, il faut importer la bibliothèque matplotlib.pyplot pour pouvoir utiliser la fonction plot pour tracer la courbe. Et ici, j'ai tracé la courbe, c'est la courbe en bleu. Remarquez, la courbe en bleu, c'est le résultat du premier appel. Le deuxième appel, j'appelle la fonction Euler, je lui passe toujours les mêmes données, mais avec un h égale 0,2, et j'ai la courbe en vert. Et lorsque j'appelle la fonction Euler en lui passant les mêmes paramètres, sauf que h égale 0,1, il me donne des valeurs y et des valeurs x, et la courbe, c'est la courbe en jaune. Remarquez qu'on s'approche vers une solution très approchée à la solution voulue lorsque h est très petit. Voilà un problème en électronique. Il concerne la décharge d'un condensateur. Alors pour la décharge d'un condensateur à travers une résistance, l'équation est dq de t sur dt plus q de t sur r fois c égale 0. On donne ici, la condition initiale, c'est q de t égale 0, c'est c fois e. Alors on définit la fonction q' égale f de qt, voilà def f qt retourne moins q sur r fois c, on peut le calculer très facilement de l'équation différentielle. Et maintenant je donne ces valeurs, alors E égale 10, sachant que E c'est la tension aux bornes du condensateur lorsqu'elle est chargée, R c'est la résistance, c'est la capacité, A et B c'est l'intervalle de temps, et maintenant je calcule H égale B moins A sur 1000. Et j'appelle la fonction Euler, je sais qu'il va me retourner deux listes, un tuple contenant deux listes, j'écris x, y, je reçois Euler, je lui passe la fonction f, a, b,
et C fois E. C fois E, c'est la charge, normalement. Et le H. Et lorsque j'appelle la fonction plot, il va me tracer cette courbe, et je l'ai fait sur Python, et c'est le résultat de l'appel de plot. J'ai même copié, enregistré l'image, et voilà cet exemple. Maintenant, on passe à la deuxième méthode, qui est la méthode d'Orange-Kota. Donc, on considère toujours l'équation d'ordre 1, y' de x égale f de xy, et y de x égale y0. Donc, on est toujours devant un problème de Cauchy. Alors, pour la méthode d'Orange-Kota d'ordre 2, voilà la formule de récurrence qui nous intéresse, et nous, on va essayer de l'implémenter sur Python. Cette formule, vous pouvez la trouver dans plusieurs documents et sur Internet. Alors, y0 est donné, et on aura yn plus 1 égale yn plus 2 tiers de k1 plus 1 tiers de k2, sachant que k1 égale h fois f de x n yn, et k2 égale h fois f de x n plus 3 demi de h, virgule yn plus 3 demi de k1. Ça, c'est la méthode d'Orange-Kota d'ordre 2. Ce qui va nous intéresser encore plus, c'est la méthode d'Orange-Kota d'ordre 4. Alors, voilà la formule de récurrence. Yn plus 1 est égal à 1 sixième de k1 plus 1 tiers de k2 plus 1 tiers de k3 plus 1 sixième de k4, sachant que k1 égale, k2 égale, k3 égale, k4 égale. Donc vous avez les formules avec lesquelles vous pouvez calculer les k1, k2, k3, k4. Et après, vous calculez yn plus 1 en fonction de yn et ses valeurs de k1, k2, k3, k4. On peut même factoriser ici et écrire yn plus 1 égale yn plus 1 sixième fois k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4. Alors maintenant, on va essayer de mettre en œuvre cette méthode. On va implémenter maintenant la méthode d'Orange-Kota d'ordre 4. Donc on va travailler sur un exemple. Exemple y' égale y et la condition initiale c'est y de 0 égale 1. En principe, d'une façon formelle, la solution sera exponentielle de x. Alors j'écris ma fonction def rk4, je lui passe les paramètres, la fonction f, a et b, y0, condition initiale, et le h. Alors je mémorise les y dans une liste que je vais initialiser à y0, donc y égale y0. Xx est une liste où je vais mémoriser les x, xx va contenir tout d'abord a, et t égale a. Je calcule n égale 1 de b moins a sur h. Alors je peux passer h comme paramètre et je calcule n, comme je peux passer n et je calcule h, ça revient au même. Alors y égale y0, pour i variant de 0 jusqu'à n-1, je calcule k1, je calcule k2, je calcule k3, je calcule k4, puis y, le nouveau y, égale l'ancien y, plus 1 sixième fois k1 plus 2 fois k2 plus 2 fois k3 plus k4. Donc j'exploite la formule de récurrence de la méthode d'Orange-Kota d'ordre 4. Après, je vais mémoriser ce nouveau y dans la liste y.append y. Je calcule le nouveau x, t égale t plus h, xx.append t. Et à la fin, la fonction retourne un tuple constitué de deux listes. Une liste qui contient les x et une liste qui contient les y. Ici, j'ai utilisé t, on peut utiliser t ou x, ça revient au même, c'est les abscisses et les ordonnées. Et après, je définis ma fonction def f ty retourne y. Maintenant, je vais l'exécuter et je l'ai exécuté sur Python et voilà ce qu'il donne en pratique. Alors, j'initialise les paramètres a, b, y0 et h. J'utilise ici une initialisation en exploitant la notion de tuple qui est dans Python. Donc a va contenir 0, b va contenir 3, y0 va contenir 1 et h va contenir 0,05. Et j'appelle la fonction rk4, je lui passe les paramètres, et le résultat retourné, c'est-à-dire le tuple qui va contenir les deux listes, vont être, la première liste sera affectée à xx et la deuxième liste sera affectée à yy. Et j'appelle la fonction plot, bien sûr qui appartient à la bibliothèque importée, et je vais mettre même un titre et j'appelle la fonction show qui va montrer la courbe. Et voilà, le résultat, c'est bien la courbe de l'exponentielle. Maintenant, on va essayer de résoudre les équations différentielles d'ordre 2. Alors, résoudre une équation différentielle d'ordre 2,
y seconde de t égale f de t, y de t, y prime de t, avec les conditions initiales y de t0 égale y0 et y prime de t0 égale y prime de 0, revient à résoudre un système d'équations différentielles d'ordre 1, en posant x de t égale y prime de t. Alors voilà une équation, x de t égale y prime de t. Ce qui nous donne aussi que x prime de t égale y seconde de t. C'est-à-dire, je vais écrire x prime de t égale f de t, y de t, y prime de t, et y prime de t égale x de t. Avec toujours les conditions initiales, y de t0 égale y0, et x de t0 égale y prime de 0. Alors voilà un exercice d'application. Donc on prend l'équation différentielle d'ordre 2, y seconde plus 0,2 y prime plus y égale 2 cos 3t avec y de 0 égale 1, y prime de 0 égale 0. J'ai dit que toujours il faut se ramener à un système d'équations différentielles d'ordre 1. Donc on va utiliser la méthode de l'air. Comme on peut utiliser la méthode de Range-Kotta aussi. Alors import matplotlib.plot as plt, import numpy as np, parce que j'aurai besoin de quelques fonctions qui appartiennent à ces bibliothèques. Maintenant j'écris ma fonction. Def Euler, je lui passe la fonction, les extrémités de l'intervalle a et b, y0 et h. Le y0 ici, lorsqu'on va passer le paramètre, il sera sous forme de vecteur qui va contenir les deux valeurs initiales, les deux conditions initiales. Les fonctions en Python sont vectorielles. On peut passer un vecteur au lieu d'une variable. Alors n égale int b moins a sur h, x égale np.linspace a, b, n plus 1. Donc ici, comme si j'ai fait une subdivision de l'intervalle AB, donc j'aurai un ensemble des xi, un ensemble des x, et y égale mp.empty, n plus 1, virgule, et ainsi de suite, y va contenir un tableau de vecteurs. Ces vecteurs seront des vecteurs à dimension 2, donc c'est un tableau de vecteurs vide. Il ne sera pas initialisé. On va le remplir au fur et à mesure dans la boucle. Alors je mets y de 0 égale y0. J'ai dit que y sera un tableau de vecteurs. Et lorsque j'appelle ma fonction, le y0 sera un vecteur, donc il sera le premier élément du tableau y. Et pour k variant de 0 jusqu'à n-1, y de k plus 1 égale y de k plus h fois f de x de k virgule y de k. Remarquez que c'est la même formule de récurrence pour la méthode de l'air qu'on a vue précédemment, sauf que ici, on n'utilise pas de liste. Les listes nous permettent d'utiliser la fonction append, c'est-à-dire pour ajouter à chaque fois un élément à la liste, mais ici non. On utilise des tableaux initialisés déjà et on remplit les cases de tableau au fur et à mesure. Que ce soit le tableau des x, que ce soit le tableau des y. Et pourquoi on a évité les listes? Parce que on aura besoin d'utiliser des opérations arithmétiques. Par exemple, à l'intérieur de la fonction def f de t virgule y, on aura besoin de faire des calculs arithmétiques sur des éléments qui sont des vecteurs. Alors pour les tableaux, ça marche. Un tableau plus un tableau, ça va donner la somme vectorielle, mais une liste plus une liste, ça va donner la concaténation des deux listes. Donc le résultat sera erroné. C'est pour cela qu'on a choisi ici l'utilisation des tableaux pour travailler avec des vecteurs comme paramètres de fonction, puisqu'on a un système à résoudre. Et je définis maintenant ma fonction f de t virgule y, je retourne voilà l'expression de la fonction, et j'appelle la fonction Euler. Je sais que la fonction Euler va me retourner un tuple, c'est-à-dire deux éléments, et je vais les recevoir, les récupérer dans xx et y. Et remarquez ici les paramètres, donc je passe la fonction f, a c'est 0 pour l'intervalle AB, 25 c'est l'autre extrémité, np.array 1,0, donc je passe ici un vecteur comme paramètre. À la place de y0, je passe un vecteur qui contient les conditions initiales de l'équation différentielle. Deux valeurs. Y de 0 égale 1 et y' de 0 égale 0. Donc les voilà, on les trouve ici. Avec un h qui est égal à 0,001. Après, je peux tracer la fonction en lui passant les x et les y, sous forme de vecteur toujours aussi, ici.
Et voilà le résultat, je l'ai fait sous Python, j'ai appelé la fonction et voilà ce qu'il donne. Donc on a la fonction y en bleu et la fonction y' en vert. Passons maintenant au troisième axe, la résolution numérique des systèmes à n équations. Résolution d'un système de la forme AX égale B, où B est une matrice d'ordre n et B un vecteur de même dimension. Voilà un exemple du système qui contient trois équations. On peut passer à sa forme matricielle, voilà, la matrice A fois le vecteur des variables égale le vecteur B. Nous, on cherche le vecteur de variables. On va chercher X, Y et Z. Alors, la méthode du pivot de Gauss, cette méthode qui est adoptée avec des systèmes denses où il y a plusieurs équations, elle est basée sur le constat suivant. Le système linéaire reste invariant pour les trois opérations suivantes, effectuées dans n'importe quel ordre et un nombre de fois indéterminé. La première opération, c'est la permutation de lignes de la matrice A. Bien sûr, on doit permuter les lignes correspondantes dans le vecteur B. La multiplication d'une ligne par une constante non nulle. Et bien sûr, on multiplie la même ligne du vecteur B par la même constante. Et l'addition d'une ligne à une autre ligne. Avec addition, bien sûr, d'une ligne du vecteur B avec l'autre ligne correspondante aux lignes de la matrice A. Donc, même si on répète ces opérations plusieurs fois, un nombre de fois indéterminé, le système reste invariant. Le but est de faire des opérations de ce genre, parfois plusieurs, afin d'obtenir une matrice triangulaire supérieure, AP. Et par remontée successive, d'avoir les solutions du système initial. C'est-à-dire si on arrive à un système avec une matrice triangulaire supérieure, ça y est, c'est fini, on pourra calculer les solutions du système par une remontée successive. Alors maintenant, le choix du pivot. La règle est de choisir comme pivot la plus grande valeur absolue des éléments d'une sous-colonne. On fera alors un échange de lignes afin d'amener ce pivot en haut de cette sous-colonne. Voilà la fonction qui fait la recherche du pivot. Def pivot, je lui passe la matrice et une valeur i. Et lorsqu'I égale 0, on va chercher dans la colonne, la première colonne, à partir de la première ligne. Si I égale 1, on va chercher dans la deuxième colonne, à partir de la deuxième ligne. Si I égale 3, on cherche à partir de la troisième. On cherche dans la troisième colonne, à partir de la troisième ligne. Donc on cherche toujours dans une sous-colonne. Et toujours, on travaille dans le AI. Le pivot, on va le mettre dans la case AI. Alors, n égale len de A, max égale I. Je suppose que cette valeur que j'ai passée, c'est elle qui représente l'indice du pivot. Mais je vais voir est-ce que c'est vrai ou faux. C'est une supposition. Pour k variant de I plus 1 jusqu'à n, on travaille, j'ai dit, dans une sous-colonne, donc de I plus 1 jusqu'à n. Si la valeur absolue de AKI est supérieure à la valeur absolue de A max de I, je vais récupérer cette valeur K, je la mets dans max. Comme si j'ai dit que A, ce n'était pas le pivot, voilà le vrai pivot. Et je continue. Alors, lorsque je sors de la boucle, je vais retourner max. Maintenant, j'ai la ligne, le numéro de la ligne où il y a mon vrai pivot. Et on continue par l'implémentation des tâches nécessaires. Donc voilà l'échange de deux lignes. Def échange ligne, je passe à la fonction la matrice A et les deux lignes, la ligne I et J, je vais les permuter. Donc NC égale len de AI. Pour K variant de 0 jusqu'à NC-1, AIK virgule AJK égale AJK virgule AIK. Donc ici j'affecte un tuple à un autre. En Python, on peut réaliser la permutation en affectant un tuple à un autre. Mais si ce n'était pas Python, on doit utiliser une variable auxiliaire pour pouvoir permuter. La troisième fonction, c'est la transvection, c'est-à-dire remplacer L1, la ligne L1 par L1 plus X fois L2. Donc def transvection A, je passe à la fonction la matrice A, la ligne I, la ligne J et la valeur X. Et je vais remplacer bien sûr AIK par AIK plus X fois AJK, K variant de 0 jusqu'à NC-1. Et la troisième fonction, c'est la remontée qui permet de calculer les solutions du système. Si normalement la dernière variable elle est déjà connue, on peut la calculer directement, x
n-1 égale y n-1 sur a n-1 n-1 et avec une remontée, je peux calculer toutes les variables pour avoir mes solutions dans le vecteur x ou dans la liste x et je vais le retourner. Et maintenant, on va réaliser notre fonction principale. Remarquez qu'on est devant un problème type où on a appliqué le concept de la programmation modulaire. Un problème compliqué et on l'a découpé en sous-problèmes et on a réalisé les fonctions précédentes, la transduction, l'échange, la recherche du pivot, la remontée, voilà des modules qu'on va exploiter dans cette fonction principale. Alors def résolution, je passe à ma fonction principale, la matrice A et le vecteur B, sachant qu'on est en train de résoudre le système AX égale B, n égale n de A, et pour chaque ligne, à partir de 0 jusqu'à n-2, pour chaque ligne, je cherche le pivot, je vais échanger les lignes dans la matrice A, la ligne I et la ligne du pivot, la ligne retournée par la fonction pivot, et je vais faire le même changement sur le vecteur B, et je vais maintenant, avec cette boucle K, je vais essayer de mettre à zéro tous les éléments de la sous-colonne, les éléments qui sont au-dessous du pivot, avec des transvections, je vais les mettre à zéro. Alors lorsque je sors de la boucle I, je serai avec une matrice A qui est triangulaire. Maintenant, il suffit de déduire les solutions du système en utilisant ou en exploitant la fonction remontée. Alors je vais initialiser une liste avec n cases tout égale à 0 et j'appelle remontée, je lui passe la matrice A, le vecteur B et le vecteur X et la fonction résolution va retourner le X rempli avec les solutions du système. Voilà un exemple et que j'ai exécuté sur Python. Les mêmes fonctions que j'ai écrites ici sont exécutées sur Python et voilà ce qu'il donne. Donc on prend, voilà la matrice A, le vecteur B et les solutions du système AX égale B sont 1, 2 et 3. On peut les vérifier, c'est bien les solutions du système. Alors comme ça, on termine cette leçon qui est intitulée Ingénierie numérique partie 2. Bon courage à vous tous.